Cette première des universités populaires de la France insoumise. Vous saviez, hein, on vous l'avait dit, cette campagne de la France insoumise devait être une campagne éducative, instructive, et c'est ce que nous allons faire en ouvrant ce cycle de rendez-vous d'universités populaires ouvertes à tous, notamment par le streaming, dès ce soir. Et donc je laisse la parole à nos intervenants et animateurs. En effet, la campagne de la France insoumise repose sur l'implication citoyenne. Pour cela, il est important de fabriquer une culture commune, une culture politique large, car c'est ainsi que nous pourrons être plus efficaces tous ensemble et construire un mouvement sur le long terme. Les militants, les sympathisants, les citoyens engagés qui aspirent à changer le monde dans le sens de l'émancipation doivent connaître les luttes du passé et approfondir leur connaissance des problèmes du présent pour pouvoir préparer consciemment l'avenir. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. À partir des débats de la Révolution, enfin de quelques débats importants de la Révolution, je vais essayer de vous montrer qu'il y a plusieurs courants républicains qui se dégagent dans ces débats. Et je vais essayer de montrer à chaque fois à quel projet politique global ces républicanismes correspondent. Hein. C'est pas juste des arguments qui sont épars ou qui sont sans lien les uns avec les autres, mais je vais essayer de montrer que ça correspond bien à en l'occurrence, trois visions de la République bien différentes. Et je vais essayer de montrer que ces trois visions de la République, on en retrouve les traces encore aujourd'hui dans le débat politique français. Donc ça permettra, cette plongée dans le passé, ça permettra, j'espère, de mieux comprendre, de nous aider à mieux comprendre les enjeux des débats politiques actuels. Et puis je vais essayer de montrer aussi, parce que c'est lié, quelles forces politiques et sociales soutiennent à chaque fois ces grands courants républicains et finalement s'opposent à travers ces différentes versions de la République donc qui naissent au moment de la Révolution française. L'idée inspiré des auteurs et des pratiques de l'Antiquité gréco-romaine, hein, tous ces républicains classiques qui se disent républicains par référence aux républiques, à la République romaine et puis à la démocratie notamment athénienne. Donc l'idée c'est que l'homme ne peut mener une vie libre et digne que si les institutions politiques lui donnent public et aux décisions politiques. On est un homme, on ne mène une vie à la hauteur de la condition humaine que si on a le droit de participer au débat public, on a voix au chapitre dans la cité, et si aussi, parce que c'est la même chose en fait, si on participe à l'élaboration de la loi. On donne son avis dans l'élaboration de la loi. Ça n'est qu'à cette condition que l'homme peut être vertueux, comme disent les républicains. Les républicains, ils emploient le langage de la vertu, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la vertu républicaine? C'est pas une vertu morale ou chrétienne, c'est le fait d'être bien conscient que le bien commun prime sur l'intérêt particulier. Le citoyen vertueux, c'est le citoyen qui est capable de mettre l'intérêt général, de le faire primer sur son intérêt particulier et sur les intérêts particuliers en général. Et à l'opposé, l'opposé de la vertu et de la vertu civique, c'est la corruption. Donc les républicains, ils condamnent la corruption des sociétés non républicaines, des sociétés absolutistes, etc. Et la corruption, là encore, faut pas faire d'anachronisme. C'est pas la corruption matérielle. C'est pas c'est pas prioritairement le fait que les gens soient achetables, encore une fois, c'est une caractérisation, disons, morale et politique. Être corrompu, c'est placer son intérêt particulier avant l'intérêt général. Et donc, en fait, dans les sociétés corrompues, tout le monde place son intérêt particulier avant l'intérêt général, du tyran jusqu'au simple citoyen. Et donc, en fait, la corruption matérielle, le fait que les gens soient achetables, ça n'est qu'une conséquence du fait que les gens sont moralement et politiquement corrompus dans ces sociétés-là. Donc, en fait, le discours républicain classique, c'est un discours qui vise, qui s'adresse au sujet des différents absolutismes, en essayant de faire appel à leur dignité étouffée et faire appel à leur énergie civique, hein, qui essaye de galvaniser l'énergie civique des citoyens pour les faire retrouver la liberté politique et donc lutter contre l'absolutisme. Alors ça, c'est le républicanisme classique. Et en fait, dès avant la Révolution française, le courant républicain, il est pluriel, surtout en France. Il y a plusieurs républicanismes. Il y a d'abord des républicains aristocratiques, c'est-à-dire que pour eux, le peuple des citoyens, c'est seulement la noblesse.
C'est-à-dire que c'est des gens, par exemple, qui vont dire que les aristocrates doivent pouvoir choisir le roi, doivent pouvoir l'élire, le choisir parmi eux, comme au temps de la féodalité, mais qui s'intéressent pas du tout à la liberté politique de ceux qui sont hors de l'aristocratie. Et puis à côté de ces républicains aristocratiques, on a des républicains, on va dire, modérés, qui défendent l'idée, surtout en France, l'idée de d'une représentation nationale par ordre. C'est-à-dire que, enfin, vous savez sans doute qu'à l'époque, la société française, elle était divisée en ordres. Il y avait la noblesse, premier ordre, le clergé, et puis le tiers-état, donc tous ceux qui étaient ni nobles, ni clercs, enfin, ni curés ou évêques, etc. Et ces républicains modérés, ils disent que l'assemblée de ces trois ordres, donc les États généraux, qui est une très vieille institution de la monarchie française, doivent retrouver la place qui leur était, qui était la leur dans le passé, doivent avoir le droit de conseiller le roi, de le critiquer le cas échéant, doivent être consultés pour certaines décisions, etc. Ça, c'est les républicains, on va dire, modérés. Enfin, c'est moi qui dis ça. Hein. Et puis, il y a une troisième, dès avant la Révolution française, surtout en France, il y a un troisième courant républicain qu'on pourrait appeler les républicains sociaux. C'est-à-dire que ce sont... Alors, eux, par contre, ils pensent que, bien évidemment, le peuple n'est pas limité à la noblesse, bien sûr, mais ils insistent surtout sur le fait que, en fait, l'égalité politique n'a de sens que si elle est reliée à l'égalité, à une égalité matérielle au moins relative. C'est-à-dire qu'ils pensent que dans une société qui a de trop grandes inégalités sociales et de conditions, il peut pas y avoir d'égalité politique, il peut pas y avoir de vraie vie civique. Le chef de file le plus connu de ces républicains sociaux au XVIIIe siècle en France, c'est Rousseau. Et Rousseau argumente notamment en disant que quelqu'un qui n'est pas indépendant matériellement, donc qui a un patron ou qui, par exemple, qui a un artisan qui a besoin de vendre les objets de luxe qu'il fabrique à un noble, donc une dépendance matérielle à un niveau ou à un autre est un obstacle à l'indépendance politique puisque on dépend des puissants pour vivre et donc évidemment la vie des puissants a une influence sur les choix qu'on est amené à faire ou sur comment dire la vie qu'on est amené à émettre. Donc l'indépendance matérielle est une condition de l'indépendance politique et c'est à ce titre qu'il faut que les citoyens soient mis dans une situation matérielle relativement égalitaire pour pouvoir être des citoyens politiquement égaux. Voilà. Le point commun, pourquoi on dit que tous ces gens-là, finalement, donc très différents, sont tous républicains, c'est parce qu'ils ont tous en commun un vocabulaire, le vocabulaire de la vertu et de la corruption dont j'ai parlé. Et puis, ils insistent tous sur le lien entre la dignité du citoyen et sa participation aux affaires publiques. Voilà. Avec toutes les différences donc que je viens d'énumérer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Révolution française, alors encore une fois, je suis désolée d'avoir aucun temps pour la raconter, mais si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser après. Juste ce que je veux dire sur la Révolution française, parce que c'est indispensable, c'est le fait que c'est un processus que personne n'avait prévu, dont la radicalité était absolument inimaginable. Mais pour personne, même pour les plus, ceux qui avaient le plus d'imagination et le plus de volonté de changement, hein, ça a surpris tout le monde. Et du coup, tout le monde a dû s'adapter au fur et à mesure à l'évolution des événements. Et donc, il y a eu un phénomène général de bricolage politique et d'invention politique qui est lié au fait qu'elle est allée beaucoup plus loin que ce que tout le monde imaginait. Et la chose la plus surprenante, la plus fracassante de ce processus inouï, c'est l'irruption du peuple au sens les pauvres, hein, les masses pauvres des villes et des campagnes sur la scène politique, avec leurs revendications propres. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que le peuple apparaît sur la scène politique. Il l'a fait par le passé en Europe, en Allemagne au XVIe siècle, en Angleterre au XVIIe siècle. Mais quand il intervenait, le peuple, auparavant, c'était en général derrière des bannières religieuses, par exemple, ou derrière des bannières idéologiques qui n'étaient pas spécifiquement populaires. Et qui surprend tout le monde, c'est que le peuple intervient violemment sur la scène politique avec ses revendications et au nom de lui, au nom du peuple.
hein, donc des revendications d'égalité matérielle, de mesures sociales que le gouvernement devrait prendre, etc. Et il estime qu'il est lui-même le principe au nom duquel on doit prendre ces mesures. Hein. Il estime que lui-même est une puissance politique avec laquelle on doit compter. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire. Donc il intervient, il y a des émeutes régulières, des insurrections, mais aussi une ébullition politique permanente, des réunions politiques tout le temps, des pétitions tout le temps, des irruptions de la population à l'Assemblée nationale pour bousculer les députés et les obliger à prendre certaines décisions. Bon, et donc c'est cette radicalité populaire d'un côté et de l'autre côté l'intransigeance des anciennes couches dominantes. Parce que le revers de la médaille, c'est que la monarchie, l'aristocratie n'acceptent à aucun moment vraiment les changements. Ils sont jamais, ils font semblant de l'être, mais ils ne sont jamais vraiment prêts au compromis. Et en fait, ils attendent. La Révolution montre que ils n'acceptent des concessions que pour essayer de frapper par derrière. Et donc, devant cette radicalité populaire et cette intransigeance des couches dominantes de l'Ancien Régime, les représentants officiels à abandonner l'espoir d'un compromis avec la monarchie, et c'est ça qui va faire que la République va être proclamée. Cette République sans roi que personne n'avait anticipé. Voilà, donc on va passer d'une situation dans un premier temps de monarchie constitutionnelle, où le roi est encore présent, à la République, à partir de septembre 92, République qui va quand même condamner le roi à mort par décision de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un truc incroyable. Hein. C'est un coup de tonnerre dans l'Europe de l'époque. Et puis on va passer de cette République à une République sociale, la République jacobine, la République de la Terreur. Alors là encore, la terreur, elle est surtout connue dans les disons dans la conscience collective comme une période de répression politique, ce qu'elle est, hein, bien sûr, mais il y a une dimension qui n'est jamais soulignée, ou en tout cas qui l'est très rarement, c'est tout le volet social de la politique de la terreur, tout le volet égalitaire et social. Donc évidemment, j'en parlerai, je vais revenir là-dessus. Voilà, et puis ensuite, en juillet 94, donc dans le calendrier révolutionnaire, c'est Thermidor en 2, chute de Robespierre. Et là, ça ouvre une dernière période de la Révolution, qui est une période de reflux du mouvement social, de reflux du mouvement populaire, et aussi du coup des conquêtes sociales de la Révolution. C'est la République thermidorienne, hein, du nom de Thermidor, le mois où Robespierre a chuté, puis du Directoire, mais c'est le même mouvement, on va dire, politique. Et ça va, on va dire, de juillet 94 à 99, où on a le coup d'État de Bonaparte. Voilà. Donc c'est tout ce que je dirais sur l'enchaînement chronologique, ou presque. Hein, donc vous n'hésiterez pas à y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Alors, donc ce que je vais montrer, j'en arrive au cœur du sujet. Ce que je vais montrer là, c'est que dans la Révolution française, 3 courants républicains se dégagent, dont on a encore aujourd'hui les échos dans le débat politique moderne. Donc la première tendance, c'est celle qui apparaît au moment de la période de la monarchie constitutionnelle, donc de juin 89 à août 92. Alors cette tendance, on a l'impression qu'elle perd la bataille avec la chute de la monarchie qui est provoquée par une insurrection populaire le 10 août. La foule envahit les Tuileries et fait prisonnier le roi. Hein. Donc on a l'impression qu'elle perd la bataille à ce moment-là. Mais en fait, ces leaders qui survivent à la terreur, qui se font tout petits en gros pendant la terreur, ils réapparaissent après la chute de Robespierre, et une partie d'entre eux va constituer le groupe des idéologues au sens propre. Hein, c'est eux qui ont inventé le mot. Ils s'appelaient eux-mêmes les idéologues. Donc les idéologues de la République libérale qui succèdent donc à Robespierre et aux Jacobins, donc de 95 à 99 grossièrement. Donc les représentants de cette tendance. Vous connaissez peut-être le nom de l'abbé Sieyès. Il y a quelqu'un qui est beaucoup moins connu, mais dont je parlerai aussi, c'est Pierre-Louis Roederer. Voilà, donc il y a une continuité du projet politique, en fait, de ces gens-là, de la période de la monarchie constitutionnelle jusqu'à la République thermidorienne et au Directoire. Ça, c'est le premier grand ensemble dont je vais parler en premier. Mais par contre, c'est pas le peuple qui doit exercer la souveraineté, surtout pas. C'est les représentants légitimes du peuple qui doit exprimer la souveraineté. Donc la nation s'exprime par la voix de ses représentants.
Alors, il y a un discours qui est très intéressant sur ce point-là, enfin qui est très clair aussi. C'est le discours de l'abbé Sieyès du 7 septembre 89, donc très tôt dans la Révolution. C'est un discours contre le veto royal. Donc à l'époque, il faut voir que ces gens-là, ils apparaissent comme la gauche de l'Assemblée nationale. Hein. C'est pas du tout des gens qui apparaissent comme des réactionnaires. Au contraire, Sieyès dit que le roi ne doit pas avoir les moyens. Le sens de son discours, c'est de dire que le roi ne doit pas avoir les moyens de poser son veto aux actes législatifs de l'Assemblée. Donc c'est pour limiter le pouvoir du roi qu'il intervient. Mais il en profite pour dire que qu'est-ce que c'est que la Révolution? C'est un transfert de souveraineté de la personne du roi, qui la détenait tout entière avant, à la nation, mais que par nation, il faut les représentants de la nation. Hein, la démocratie, nous dit Sieyès, ça n'est pas pareil que le gouvernement représentatif. La démocratie, c'est un système archaïque, vieillot, inadapté. C'est la démocratie de la Grèce antique où tous les citoyens se rassemblaient sur l'agora pour prendre des décisions. Mais Sieyès dit, c'est pas possible dans un pays de 20 millions d'habitants. Voilà, c'est tout à fait obsolète. Ce qu'il faut, c'est un gouvernement représentatif, c'est-à-dire les représentants ne doivent pas être de simples fondés de pouvoir à qui on donne un mandat impératif et dont ils peuvent s'écarter. Ça doit être des gens qui, au contraire, créent la volonté nationale en délibérant entre eux. La délibération des représentants, elle est censée produire la volonté nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas avant que les représentants se réunissent une volonté du peuple qu'il s'agirait de traduire dans la loi. Il y a une volonté nationale qui n'existe qu'à partir du moment où les représentants délibèrent, décident, se mettent d'accord, etc. Donc, autrement dit, la volonté nationale, c'est une affaire de spécialistes. Et là, vous reconnaîtrez sans doute un discours contemporain. Un gouvernement d'individus compétents doit tenir lieu de démocratie. L'idée de Sieyès, c'est qu'en fait, dans la société moderne, il faut une division du travail. Et la fonction politique, elle doit revenir à des experts. Donc en fait, il faut bien choisir ses représentants. Il faut que ce soit des gens éclairés, honnêtes et tout ce qu'on veut, pour qu'ils puissent bien délibérer et produire une volonté nationale qui soit bonne, qui soit utile à tous, etc. Et la deuxième idée, qui n'est pas très étonnante vu ce que je viens de dire de la première, la deuxième idée, c'est que non seulement la politique doit être confiée à des experts, mais en plus, les experts ne doivent pas être choisis par n'importe qui. Ce qui accompagne cette idée, c'est l'idée du suffrage censitaire, c'est-à-dire que il n'y a pas de suffrage universel, c'est pas tout le monde qui choisit les députés, mais seulement les propriétaires en fait, donc les plus riches. Et alors il y a un vrai champion là-dedans, c'est Roederer, il est encore plus clair. Il dit tout le monde n'a pas le même intérêt à la préservation de la société. Il y a des gens qui ont un intérêt direct à la préservation de la société et à sa bonne marche, et il y en a d'autres qui ont un intérêt seulement indirect. Et ceux qui ont un intérêt direct, c'est qui ? C'est les gens qui y ont investi. De la même manière que quand on investit dans une affaire, on a tout intérêt à ce que l'affaire prospère. De la même manière, les propriétaires, ils ont investi dans la société en argent, en monnaie sonnante et trébuchante, et donc ils sont plus intéressés à ce que la société marche bien. La prospérité de la société, elle ne profite aux pauvres que parce qu'elle leur donne du travail, détail, donc c'est indirect, selon Roederer, alors que elle profite directement aux riches sous forme de bénéfices. Et il a cette phrase magnifique, il dit « L'association politique est composée de ceux qui ont un intérêt direct, une action dans l'entreprise sociale. Le reste n'est que membre de la société domestique et sous la garantie des chefs de famille. » Donc la société civile, pour ces gens-là, et notamment pour Roederer, qui le dit le plus clairement, c'est une gigantesque affaire commerciale. Enfin, c'est en tout cas tout à fait comparable à une gigantesque affaire commerciale qui ouvre des droits politiques à proportion de sa participation économique. Plus la mise est grosse et plus on doit avoir d'importance politique. Si on n'a investi aucun capital, on est moins intéressé à la prospérité de la société et donc on est un citoyen moins fiable. Voilà. Et le deuxième aspect de la même idée, toujours le même auteur, c'est que les riches sont aussi meilleurs citoyens parce qu'ils sont plus instruits et donc plus éclairés. Les plus riches sont les mieux placés pour résoudre les problèmes sociaux
à la place des pauvres. Et donc les plus pauvres ont tout intérêt, au contraire, à se placer sous la protection bienveillante et paternelle des propriétaires et à les laisser choisir à leur place. Hein, il dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, osons donc le dire sans détour, les lumières et l'instruction sont départies entre les membres de la société, donc réparties entre les membres de la société, suivant l'échelle des fortunes, et elles sont en général proportionnées à la propriété. Voilà. Il a toute une théorie de l'opinion publique qui est liée à cette idée. Si vous voulez, on pourra détailler. Donc, j'en termine avec eux. C'est l'opinion qui va triompher après Thermidor, hein, et il est intéressant de voir qu'elle s'accompagne d'un libéralisme économique total. C'est-à-dire qu'après la période de la terreur, toutes les réglementations publiques des prix, y compris des denrées de première nécessité, toutes les mesures de redistribution sont abolies. Le suffrage censitaire est bien évidemment rétabli. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment un lien historique entre libéralisme économique et défense de la technocratie, défense d'un gouvernement de l'élite éclairée. C'est lié, et c'est lié, j'ai envie de dire, dès l'origine. Sauf que, alors, là, je vous ai présenté les plus importants de ces idéologues. Il y a des gens comme Condorcet qui ont partagé une partie de leur programme, mais pas tout, hein, qui peuvent défendre des positions plus nuancées. Enfin, j'ai pas le temps de détailler, mais par exemple, Condorcet, il se fera le promoteur d'une éducation vraiment républicaine, d'une éducation pour tous, pour sélectionner plus l'idée d'une méritocratie. Sélectionner les meilleurs, mais dans toutes les classes sociales. Mais l'idée, ça reste la même, c'est que quand même le pouvoir, il doit revenir à l'élite éclairée. Ça reste son point de vue. Alors, j'en viens à la République jacobine, donc celle de Robespierre et de Saint-Just. Alors, il faut attendre juin 93 pour voir les Jacobins prendre le dessus à la Convention, hein. Donc c'est une situation très difficile, c'est la guerre. Enfin, la guerre, elle a été déclarée contre tous les princes de l'Europe coalisés un an plus tôt, en avril 92. Donc la situation, elle est dramatique. La Révolution est en danger de mort. Elle est menacée de partout. Et en fait, les républicains libéraux, ceux qui ont pris le pouvoir au moment de la proclamation de la République, ils ont déçu la population et les sans-culottes. Et le peuple attend des mesures qui permettent de sauver politiquement et militairement la révolution. Et par ailleurs, qui permettent de mettre fin aux problèmes sociaux les plus urgents, qui est de donner du pain et du travail à un peuple qui en manque. Donc les Girondins, donc c'est les premiers républicains à avoir eu le pouvoir à la Convention, ils sont chassés de la Convention par une insurrection sans culottes qui porte les montagnards, donc les Jacobins, les robespierristes, enfin voilà, tout ça. J'emploierai ces trois expressions les unes pour les autres, même si c'est pas exactement pareil, mais bref. Donc les 31 mai et 2 juin 1793. Alors, les caractéristiques principales du programme des Jacobins, ça tient en deux œuvres législatives et politiques qui sont extrêmement importantes. D'une part, la Constitution de 93, donc la Constitution qu'ils adoptent le 24 juin, qui est précédée d'une déclaration des droits de l'homme, qui n'est pas celle que nous, on a aujourd'hui, et vous allez voir pourquoi. Et cette Constitution, donc, elle était censée donner de nouvelles institutions à la France, mais en fait, elle ne sera jamais appliquée, parce que dans l'esprit des Jacobins, c'était la Constitution qui devait succéder à ce qu'ils ont appelé le gouvernement révolutionnaire. Donc un type de gouvernement et de façon de procéder provisoire qui était censé diriger le pays jusqu'à la paix, hein, jusqu'à ce que la révolution soit hors de danger. Aurait été revenu, on aurait appliqué les institutions de la Constitution de 93. Bon, en fait, du coup, comme les Jacobins sont tombés avant la fin de la guerre, ces institutions ne sont jamais rentrées en vigueur. Voilà. Alors, je passe là-dessus, pareil, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir. Il y a des débats, 2 siècles de polémiques historiques pour savoir si les Jacobins avaient vraiment, et surtout les principaux, Robespierre, Saint-Just, Villot-Varenne, avaient vraiment un projet politique et social, mûr et réfléchi, ou s'ils ne faisaient que réagir à la conjoncture, et si, en fait, ce qu'ils affirmaient n'était qu'une façon de gagner le peuple. De gagner le peuple,
ponctuellement pour avoir un soutien populaire dans la guerre révolutionnaire. Voilà, donc ça ce serait, disons, l'interprétation stratégique du programme de la terreur. Il y a une autre interprétation qui est de dire que ces Jacobins, en fait, ils avaient effectivement des convictions profondes et que c'était pas seulement, c'était pas pure conjoncture politique. Bon, je vais pas régler ce débat aujourd'hui. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il y avait, au moins chez certains, une volonté politique profonde. Mais bon, je laisse ça de côté pour le moment. Ce qui est certain, c'est que ce programme jacobin est à la fois un héritage du rousseauisme qui est très présent à l'esprit de tout le monde à l'époque, mais c'est aussi un résultat des leçons de la Révolution et notamment des revendications populaires. Les Jacobins c'est un gouvernement sous la pression de la mobilisation populaire et qui ne cesse pas d'être sous la pression des mobilisations populaires. C'est ça qui explique un certain nombre de ces caractères. Alors, je vais me contenter de citer et de commenter 4 articles majeurs de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Alors, article 16, donc je le lis et je le commente. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Donc, a priori, c'est plutôt un article libéral. Le droit de propriété, on peut disposer à son gré de ses biens, de ses revenus. Alors, en fait, il faut savoir que derrière cet article, celui qui a finalement été adopté, donc celui-là, il y a eu tout un débat, et notamment Robespierre n'était pas d'accord avec ce principe de propriété sans borne. Il y a un discours aux Jacobins qui tient le 24 avril 93, où il fait valoir que la propriété n'est pas un droit naturel, donc c'est pas un droit attaché à la personne humaine et inaliénable, c'est juste, et ça c'est son expression, une institution sociale. Donc la société, elle décide collectivement des bornes qu'elle met à la propriété. Ça c'est une idée de Rousseau. Rousseau dit déjà dans ses œuvres que si une société décide d'abolir la propriété privée, elle a le droit de le faire. Personne peut dire non, c'est mon droit naturel en tant qu'individu, j'ai un droit sacré sur ma propriété. Donc Robespierre est d'accord avec Rousseau là-dessus, c'est une institution sociale, donc en tant que collectivité humaine, on peut décider ce qu'on veut là-dessus, et que du coup, comme tous les autres droits sociaux, selon Robespierre, le droit de propriété doit être borné par le droit de l'autre, des autres. Et donc il propose comme formulation qui donc n'a pas été adoptée, mais pour Robespierre, on devait dire la chose suivante: la propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi. Donc la propriété est bornée par la loi, et il ajoute: il ne peut préjudicier, donc ce droit de propriété, ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence, ni à la propriété de nos semblables. Donc Robespierre perd la bataille sur ce point, qui est un point décisif, qui montre un état du rapport de force au moment où la Constitution elle est votée, mais qui montre bien qu'il y avait vraiment cette préoccupation chez un certain nombre de Jacobins de limiter le droit de propriété pour éviter qu'il n'empiète sur les droits des pauvres, en fait. Parce que c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Je passe à l'article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en leur assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Donc la Constitution de 93, elle consacre le droit à la subsistance, qui est une vieille revendication du mouvement populaire, même du mouvement paysan avant la Révolution en fait, et le droit au travail, qui va beaucoup mobiliser les ouvriers au XIXe siècle. Article 25, la souveraineté réside dans le peuple, elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Alors ça c'est du Rousseau, mais ça se traduit dans la Constitution, et ça c'est vraiment une chose extrêmement intéressante. Dans la Constitution de 93, on prévoyait qu'il y aurait des assemblées primaires dans tous les départements, que donc les citoyens s'assembleraient, les simples citoyens, s'assembleraient dans ces assemblées primaires, qui se réuniraient chaque année pour élire leurs députés, et que ces assemblées primaires, ce serait aussi le moyen pour les citoyens de contrôler les députés et éventuellement de les révoquer. C'est-à-dire que le député serait obligé de revenir devant l'assemblée primaire régulièrement pour tenir compte pour rendre compte de ce qu'il avait fait et dit à l'assemblée, et les citoyens ont le droit de le révoquer si ça leur plaît pas. Par ailleurs, les députés n'auraient eu le droit que de formuler des propositions de loi, mais ces propositions de loi, une fois formulées, elles auraient dû être soumises aux assemblées primaires à nouveau. Et si la Constitution de 93 prévoyait que si dans la moitié des départements plus 1, donc la majorité,
les assemblées primaires s'opposaient à la loi, elle serait rejetée. Donc, toute loi devait recueillir l'approbation, non pas seulement des députés, mais bien de l'ensemble des citoyens. C'est la constitution la plus démocratique qui ait jamais été proposée en France. Dernier article que je voulais vous lire, l'article 35, intéressant aussi. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Voilà, je ne commente pas, je pense que ça se passe de commentaires. Donc, cette déclaration des droits de l'homme a été suivie de la Constitution elle-même, qui énonçait les principes de gouvernement. Et encore une fois, enfin, je vous en ai donné un tout petit résumé, mais c'est très frappant l'aspect démocratique et la place accordée aux droits politiques et sociaux du peuple. Notamment l'idée que portait Robespierre que les députés, contrairement à ce que dit Sieyès, ne peuvent être que les mandataires du peuple. C'est-à-dire qu'ils ne font que transmettre la volonté du peuple, mais qui n'ont pas le droit de décider à la place du peuple et contre le peuple quelque chose que le peuple désapprouverait. Donc la volonté du peuple est vraiment la source directe de toute légitimité. Voilà, et puis dernier point, même si j'ai pas le temps de m'y attarder, la terreur, dès le moment de la terreur, il y a eu tout un tas de mesures sociales qui ont été mises en œuvre. Les fameuses lois du maximum des prix des denrées de première nécessité, c'est-à-dire que l'État a veillé dans une France, encore une fois, en proie à la guerre, y compris la guerre civile avec la Vendée, etc., mais a veillé à ce que les prix de première nécessité, et notamment des farines, restent à un niveau abordable. Il y a eu des réquisitions faites dans les campagnes pour assurer la subsistance de Paris. Il y a eu les décrets par lesquels les biens confisqués aux nobles qui avaient émigré à l'étranger étaient redistribués aux nécessiteux. Et il y a eu un projet, dont je ne sais plus s'il a eu le temps d'être appliqué, par lequel 1 milliard de biens nationaux, c'est-à-dire de biens nationalisés, des biens qui appartenaient à l'Église en fait avant la Révolution, 1 milliard de biens nationaux devaient être attribués aux citoyens soldats, notamment aux plus pauvres. Voilà. C'est ces mesures-là qui ont assuré l'énorme popularité de Robespierre et des Jacobins au-delà de la Révolution dans le mouvement populaire français. J'en arrive, et je vais en terminer par là, à la République des égaux, la République babouviste. Alors, en 2 mots, pareil, la conspiration des égaux, donc de Babeuf et de ses camarades, a été étouffée dans l'œuf à la suite d'une dénonciation au printemps 96. Donc avant d'avoir pu tenter quoi que ce soit. C'était une période où en fait les tenants de l'ordre et de la République libérale étaient revenus sur tous les acquis sociaux de la terreur. Et à l'hiver 95-96, le peuple de Paris meurt littéralement de faim. Donc c'est dans ce contexte-là que Babeuf et les autres tentent une conspiration. Voilà. Alors, pendant toute l'année 95 et le début 93, Babeuf fait paraître son Tribun du peuple, donc c'est un journal, un périodique, dont je vais commenter quelques petits passages. Alors, Babeuf se demande dans le Tribun du peuple, qu'est-ce qu'une révolution politique en général? Qu'est-ce en particulier que la Révolution française? Et voici la réponse qu'il en fait. Une guerre déclarée entre les patriciens et les plébéiens, entre les riches et les pauvres. Donc Babeuf, voilà comment Babeuf voit les riches et les pauvres. Il considère que les riches trompent le peuple, conspirent contre lui pour maintenir leur domination et que donc il faut continuer la révolution. Il dit tout le temps la révolution n'est pas terminée, il faut la continuer, il faut la parachever et donc il faut l'amener à son véritable but, qui est la reconquête par le peuple de sa souveraineté et ce que Babeuf appelle l'égalité parfaite. C'est pour ça qu'il organise en 96 avec des militants d'origine diverses, notamment d'anciens robespierristes, enfin des égalitaristes de toute tendance en fait, un mouvement politique que certains historiens ont pu voir comme un embryon de parti et qui visait à renverser le pouvoir en place et plus encore le libéralisme bourgeois, la propriété individuelle. Alors, pareil, est-ce qu'on peut dire, ça aussi ça a été un débat important, notamment dans le mouvement ouvrier au 19e et au 20e siècle, est-ce que Babeuf a été le premier communiste? Alors on peut dire que oui, d'une certaine manière, au sens où lui et un certain nombre de ses camarades ont été les premiers à faire des aspirations qui étaient auparavant utopistes, c'est-à-dire qui étaient dans les utopies littéraires,
les aspirations utopistes à la communauté des biens, ils en ont fait le sens et le but de leur combat. Donc dans ce sens-là, ce sont les premiers communistes. Mais, encore une fois, Babeuf n'a jamais employé le mot communisme. Il s'est jamais caractérisé lui-même comme un communiste, pardon. Il parlait du droit de la communauté, de l'égalité réelle, de fonder une société de co-associés. Pourtant, à partir de 95, le mot communisme existe et il est employé à Paris dans les milieux sans culottes que fréquente Babeuf. Donc pourquoi appeler sa tentative conjuration des égaux et pas conjuration des communistes? Alors on pense que c'est pour des raisons tactiques. Babeuf, en fait, entendait rassembler dans un front commun, et ça c'est intéressant, toutes les forces qui refusent la constitution de l'an 3 et qui réclament le retour à la constitution de 93. Les robespierristes notamment, qui rejoignent Babeuf, pour un certain nombre d'entre eux, ne souhaitent pas abolir définitivement le droit de propriété. Robespierre dit l'égalité réelle, c'est une chimère. Ce que souhaitent les robespierristes, c'est limiter la propriété privée. Donc le choix de Babeuf, je pense, avec quelques autres, qui reflète en fait le rapport des forces politiques de l'époque, que Babeuf espérait, avec sa conjuration, ouvrir une voie dont il espérait sans doute qu'elle mènerait peut-être dans un deuxième temps à ce qu'il appelait l'égalité parfaite, au communisme. En tout cas, les égaux ont constitué en 96 un comité secret qui devait préparer politiquement et militairement l'insurrection pour renverser le directoire, donc les libéraux, et lui substituer une autorité révolutionnaire provisoire. Donc, en gros, une dictature révolutionnaire temporaire, sur le modèle de la terreur jacobine, qui devait être un régime de transition pour mener le peuple de France et les autres nations, parce qu'ils y pensaient aussi, à ce qu'ils appelaient la communauté et le bonheur commun. Voilà, donc le nouveau régime devait notamment instituer un système d'éducation publique pour tous, des clubs populaires, des fêtes civiles, former une armée populaire, établir dans les communes, dans les villes, à l'échelle nationale, des magasins communs, donc des magasins où chacun viendrait déposer le fruit de son travail et retirerait ce dont il avait besoin pour vivre. Donc le magasin commun, c'est vraiment une image récurrente dans la littérature utopique d'avant la Révolution, et c'est donc une institution qui reprennent dans leur programme. Ce magasin commun, j'ajoute juste un mot, c'est non seulement dans la littérature utopique, mais en fait c'est aussi l'autre source d'inspiration, c'est les institutions de la terreur. Hein. J'ai dit un peu plus haut que les Jacobins avaient mis en place un système de réquisition des grains et de redistribution pour empêcher le peuple de Paris de mourir de faim. Et en fait, ça avait donné des idées à certains militants, puisque c'était possible de le faire pour les grains dans une période extraordinaire pour empêcher tout le monde de mourir de faim. Pourquoi ce serait pas possible à l'échelle nationale et tout le temps, en fait? L'idée de centraliser toute la production et de la redistribuer, de faire que l'État la redistribue. Voilà. Et pour Babeuf, c'est très clair. Hein, il est communautiste, mais pas partageux. Hein. Il dit très clairement qu'il est contre la loi agraire, c'est-à-dire le partage des terres, qui, selon lui, serait sans cesse à refaire. Hein, si on se contentait de partager la terre, au bout de quelques générations, les inégalités, elles renaîtraient nécessairement. Il y aurait forcément à nouveau des grandes propriétés et des trop petites. Et donc, ce qu'il faut pour lui, c'est dépropriériser généralement toute la France. C'est une expression à lui. Voilà. Et donc le communautisme de Babeuf, c'est un républicanisme. Hein, ce sera mon dernier mot sur Babeuf. Babeuf fait la distinction entre deux républiques, celle que veulent les riches, les patriciens, et celle que veulent les plébéiens, comme il dit. Et donc il dit chacun la veut à sa manière. L'un la désire bourgeoise et aristocratique, l'autre entend l'avoir faite et qu'elle demeure toute populaire et démocratique. Il se prononce donc pour une république populaire et démocratique. Voilà. Et donc il y a une forme de continuité-rupture avec le programme des Jacobins. Hein. Dans la tête de Babeuf, c'est la continuité, mais en réalité, il y a bien un moment où effectivement il y a une rupture, puisque les robespierristes n'étaient pas prêts à aller jusque-là. Bon, le moment de la rupture n'a pas eu lieu, puisque la conspiration a été étouffée dans l'œuf. Hein. Mais ce qui est important, c'est que le socialisme et le communisme français sont vraiment héritiers de Babeuf, parce qu'il y a eu une transmission militante assurée par certains anciens compagnons de Babeuf, notamment Buonarroti. Dans les premières années du 19e siècle, ils ont vraiment transmis l'héritage de la conspiration des égaux. Et
on peut vraiment dire que ces idées-là sont à l'origine d'une partie des idées socialistes et communistes françaises du 19e et du coup du 20e siècle. On pense même, je pourrais y revenir dans la discussion, que ces néo-babouvistes qu'il y avait à Paris dans les années 1830-1840, ils ont influencé directement Marx lors de son séjour à Paris. Alors je conclus. Ma conclusion, c'est que la gauche française est fille de la Révolution. Elle est née de la fusion de 3 éléments importants. D'une part, les théories plus ou moins utopiques, plus ou moins républicaines de la période des Lumières, et notamment les idées de Rousseau, mais pas seulement. Donc une espèce d'héritage théorique, l'aile gauche des Lumières, on va dire. Deuxièmement, le mouvement populaire, avec ses méthodes et ses innovations concrètes. Et puis, troisièmement, l'expérience de la terreur et de la centralisation politique mise au service de la satisfaction des besoins du peuple, ou d'une partie des besoins du peuple. Et c'est vraiment cette synthèse exceptionnelle qui a produit une partie des idées dont la gauche française, encore aujourd'hui, est l'héritière. Malgré, évidemment, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu d'apport ultérieur, il y en a eu des milliards, le syndicalisme, le marxisme, l'anarchisme, enfin voilà. Mais il y a vraiment une racine révolutionnaire aux idées des militants de la gauche actuelle. Et au-delà du contenu doctrinal, et je m'arrêterai après ça, je voudrais juste attirer l'attention sur un aspect, que dès les premiers moments, cette aile gauche du mouvement républicain révolutionnaire, elle a été marquée par les nécessités tactiques. J'ai dit que dans la conjuration des égaux, les égalitaristes jacobins et les communautistes de Babeuf ont su s'unir pour frapper l'ennemi commun. Ils ont cherché à fusionner les acquis de la Révolution, les institutions jacobines, et les leçons théoriques des penseurs des Lumières, et les aspirations communautaires. Tout ça, ils ont essayé de les fondre en un mouvement commun. Et il me semble que c'est une volonté d'alliance et de synthèse qui est intéressante pour l'époque contemporaine où la gauche de la gauche se retrouve souvent, comme les égaux en leur temps, en position défensive. Voilà. Je vous remercie. Peut-être qu'on peut voir déjà tout de suite s'il y a des questions qui sont venues par Internet au niveau du streaming. Peut-être en prendre quelques-unes vite fait. Non? D'accord. Bon. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pense que je passe le micro aux personnes qui veulent poser des questions. Oui? Oui? L'appellation terreur là, pour la convention. Oui, alors donc je répète la question, qui est à l'origine de la terreur, ça de l'expression terreur? Voilà. Ça commence bien, ça commence par une colle. Robespierre l'emploie. Il dit, disons, pour parler de leur propre gouvernement, il parle, et de la théorie de la terreur, il parle de la théorie du gouvernement révolutionnaire. Bon, mais Robespierre emploie le mot terreur quand il dit, il y a une fameuse formule où il dit, c'est la terreur sans laquelle la vertu, voilà, c'est ça, c'est la vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. C'est un discours célèbre où voilà, il revendique pour lui-même l'usage de la terreur. Maintenant, je sais que, par contre, le mot terroriste, c'est Babeuf qui l'invente. Il adore les néologismes Babeuf et il emploie notamment ce mot-là à une époque où il est, dans un premier temps, après la chute de Robespierre, il est horrifié en fait par ce qui s'est passé. Et donc, c'est un terme péjoratif, terroriste, pour dire voilà, que c'était pas bien. Et c'est dans un deuxième temps qu'il va comprendre qu'en fait, avec la chute de la terreur, toute la bourgeoisie libérale est repartie à l'offensive et que donc, voilà, il change de position par rapport aux nécessités de la répression qu'il ne voyait pas du tout dans un premier temps.
Est-ce que justement ce que tu expliques très bien, à savoir qu'il y a finalement une mise à l'écart avec toutes sortes de critères et un discours sur la nécessaire compétence, on va dire, pour pouvoir participer à l'exercice du pouvoir et pour pouvoir participer au pouvoir, eh bien il y aurait aussi du coup dans le phénomène massif d'abstention aujourd'hui finalement la réalisation de cette espèce de projet de réserver le pouvoir à une élite. Oui, pas laisser entendre qu'il y a une espèce de... Pardon. Qu'il y a une espèce de complot des élites qui fabriquent consciemment l'abstention, parce que je pense que c'est pas l'idée, c'est pas l'idée. Mais par contre, il y a un effet de structure qui tombe vachement bien, quoi. Voilà. Du coup, les pauvres, eh ben, ils sont découragés de participer à la politique. Parce qu'ils se sentent, pour plein de raisons, parce qu'ils se sentent trahis, mais aussi parce qu'ils se sentent pas compétents, parce qu'ils se sentent pas suffisamment, parce qu'on vient leur asséner à la télé que l'expert il vient leur asséner à la télé que ce qu'ils veulent c'est pas possible et tout ça. Et du coup, eh ben on écarte de fait la population, les gens qui ont le plus intérêt au changement politique, ne serait-ce que la participation civique. Alors là, sans parler carrément de l'élaboration de la loi. Enfin là, c'est vraiment là pour le coup, ça n'a pas changé depuis le directoire. C'est une minorité de représentants qui fabriquent la volonté nationale sans nous consulter. Dans les débats qui ont amené à la Constitution américaine, qui est de la même époque, hein, juste un tout petit peu plus récente, un tout petit peu plus ancienne, je veux dire, il y a eu justement des grosses discussions sur suffrage censitaire ou suffrage universel. Et avec ces textos dans les comptes rendus des débats, l'exposé du fait que de toute façon, le suffrage universel n'est pas gênant, puisque on élit toujours que plus riche et qui a mieux réussi que soi, et que donc c'est pas un risque en fait de voir le peuple arriver au pouvoir par ce biais-là. Je connais pas bien la Révolution américaine. Je savais pas que cet argument, c'est assez marrant, le cynisme des représentants, quoi. Parce que comment dire, il y a une espèce de tranquille assurance que de toute façon aucun pauvre n'osera se présenter, et que quand bien même il en viendrait un qui aurait l'audace de se présenter, personne ne voterait pour lui, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, est-ce qu'on pourrait peut-être creuser l'aspect aussi dans la révolution de l'accès au pouvoir d'une classe sociale par rapport à une autre. Enfin, dans ce phénomène, il y a quand même la bourgeoisie donc qui a pris les rênes et qui a utilisé quand même la colère populaire à un moment et puis qui l'a réprimée ensuite. Est-ce que par rapport aux différentes formes de républicanisme qui ont été évoquées, il y a une articulation qui peut faire écho aujourd'hui ? Ouais, alors j'ai parlé de républicanisme libéral ou bourgeois, hein, et Babeuf il en parle aussi. Hein, c'est la dernière citation là que j'ai faite. Il dit la République, les uns la désirent bourgeoise et aristocratique, donc il parle de la République bourgeoise. C'est pas Marx qui en parle, c'est Babeuf. Hein, et l'autre entend l'avoir faite et qu'elle soit populaire et démocratique. Donc oui, bien sûr. Comment dire, Marx, parce que tout le monde pense que c'est Marx qui a décrété que la Révolution française c'était une révolution bourgeoise, mais en fait non. Hein. Il y avait dans le débat politique qui existe chez Babeuf de façon ébauchée, mais qui existe chez d'autres politiques. Notamment, il y a quelqu'un qui appartiendrait plutôt à la première, qui s'appelle Barnave, qui survivra pas à la Révolution, mais qui a rédigé un manuscrit qui a été republié récemment, qui s'appelle De la Révolution et de la Constitution, et c'est extrêmement frappant parce que lui, il explique vraiment que la Révolution, elle était rendue inévitable par le fait que dans le courant des derniers siècles de la société d'un ancien régime, s'était développée une bourgeoisie il appelle ça mobilière, c'est-à-dire une bourgeoisie commerçante, bancaire et même basée sur l'industrie naissante.
économique et sociale, et qu'elle pouvait plus accepter, mais il le dit vraiment comme ça, hein, c'est pas moi qui traduis, qu'elle pouvait plus accepter que l'aristocratie et la monarchie ne partagent pas le pouvoir avec elle. Et que donc la Révolution française, elle a été suscitée par cette nouvelle classe sociale développée au sein de la société d'Ancien Régime, mais qui revendique sa place au soleil, qui se serait tout à fait contenté d'un partage du pouvoir avec les anciennes classes dirigeantes. Barnave lui-même en est tout à fait l'incarnation, mais Sieyès aussi. Au début, ils veulent une monarchie constitutionnelle, autrement dit, ils veulent partager le pouvoir avec la monarchie. Et c'est vraiment ce que j'ai dit au début, à la fois le mouvement populaire et sa radicalité, et puis le fait que à aucun moment le roi et la reine et leur entourage n'ont vraiment accepté aucune concession et qui n'attendaient qu'un moment pour se venger. C'est devant le constat de cette situation sans issue qu'ils sont passés à la République et qu'ils ont accepté au moins passivement la mise à mort du roi. Donc oui, cette idée-là de révolution bourgeoise, elle a été reprise après la Révolution par les historiens libéraux, Guizot, Mignet, Augustin Thierry, que Marx a lu, et c'est dans les livres de ces historiens-là qu'il a puisé, selon ses propres dires, l'idée de la lutte des classes. Mais en fait, c'est dans la considération de la Révolution française qu'il a compris qu'il y avait une lutte de classe dans la société. Donc oui, c'est clair que derrière les affrontements politiques et les idées politiques, il y a des forces sociales. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais Roederer, il le dit. Alors lui, c'est vraiment fantastique, quoi. C'est-à-dire que lui, il est vraiment hyper. Il dit les choses de façon hyper premier degré. Enfin, il essaye pas du tout d'enrober les choses. Et il dit que dans toute sa théorie sur la représentation nationale, l'opinion publique, etc., il explique que par le détail, comment la propriété fabrique forcément les lumières et du coup comment dire, que la bourgeoisie est à sa place au pouvoir, quoi, et que personne d'autre qu'elle n'a une meilleure vocation que à diriger la société, quoi. Oui, en fait, je suis là pour traduire une question d'un internaute qui est très intéressé par un parallèle qui pourrait être fait avec 46 et l'avènement de la sécurité sociale, et en particulier, donc, je pensais, est-ce qu'on peut poser cette question soit d'un parallélisme ou du moins d'une inspiration déjà présente lors de la Révolution, concernant les mécanismes de la mutualisation de la sécurité sociale au sens peut-être de cet article 21 de la déclaration de 93 qui parle des secours publics comme étant la dette sacrée de l'État. Ouais, alors je suis pas spécialiste de cet aspect-là. Il y a toute une réflexion au XVIIIe siècle sur la question de la bienfaisance, sur les moyens de la bienfaisance publique, enfin passer de la bienfaisance privée des individus charitables à la bienfaisance publique. Et en fait, au moment de la Révolution française, on est vraiment encore au stade de l'expérimentation et vraiment en plus, comment dire, de l'expérimentation tâtonnante et dans l'urgence, etc. Donc il y a alors il y a une chose qui est ancienne parce que ça avait déjà cours sous la monarchie, c'est le cours forcé des prix du grain. La monarchie, sous la monarchie déjà, le peuple se retournait vers la monarchie quand les prix des farines s'envolaient et que du coup il y avait plus le moyen de se procurer ne serait-ce que la nourriture, et donc on attendait du roi qu'il prenne des mesures de contrôle des prix des grains, de contrôle des marchés, etc. Bon. Mais de là à passer vraiment à l'idée d'une sécurité sociale avec la mutualisation, etc., ça commence avec la Révolution française, chez Billaud-Varenne,
qui est un des compagnons de Robespierre et de Saint-Just. Je me souviens plus du nom du manuscrit qui a été publié, hein, ou dans lequel il réfléchit à toutes ces questions-là. Mais bon, à l'époque, c'est en plus, voilà, la terreur. Faut voir que ça dure. Enfin, le gouvernement jacobin, ça dure de juin 93 à juillet 94, à peine un an, en pleine guerre, en pleine désorganisation économique. Donc c'est vraiment, on part au plus pressé, on donne du pain aux gens, mais c'est tout, quoi. Et puis on prend, c'est ce que j'ai évoqué, on prend quelques mesures ponctuelles, on redistribue 1 milliard de biens nationaux où on prévoit de le faire, on prévoit l'ouverture de l'école publique. Il y a tout un débat sur l'école publique avec l'idée, alors notamment l'idée qu'en fait, pour abolir les inégalités sociales, alors ça c'est intéressant, ouais. Il faut soustraire les enfants à l'influence familiale parce que c'est trop inégalitaire. Donc on prévoit, il y a un grand projet d'éducation qui prévoit des pensionnats républicains où filles et garçons seraient mis en commun, donc du coup vraiment logés à la même enseigne, tous recevraient la même instruction, etc. À la fois pour les soustraire à l'influence réactionnaire éventuelle de leur famille, les jeter dans un moule républicain, c'est l'expression de l'époque, et puis surtout pour gommer les effets des inégalités sociales. Mais ça aurait coûté évidemment un argent phénoménal d'entretenir ces millions d'enfants, et en fait le projet est jamais venu à réalisation. Donc je dirais que la Révolution française, effectivement, elle commence à réfléchir à tout ça, mais dans des conditions qui empêchent toute réalisation. Et puis évidemment, il y a les égalitaristes radicaux autour de Babeuf qui évidemment réfléchissent à tout ce qui essaie de réfléchir à la généralisation des mesures prises sous la terreur, mais alors carrément en abolissant la propriété privée des terres, de l'industrie, en abolissant, non plus en répartissant à partir d'une société qui aurait conservé la propriété, mais vraiment à partir d'une mise en commun de toutes les ressources. Et ça existe déjà, mais c'est pareil, c'est très embryonnaire. Une question d'internet. Attends, je te passe le micro si tu veux. Vraiment, une série de questions sur en fait la dimension républicaine de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et quel projet républicain en fait, quelle est la pertinence aujourd'hui, on va dire, du projet républicain, voilà, l'actualité du projet républicain. Je sais pas quel est le numéro de portable de Jean-Luc, histoire qu'il vienne répondre, parce que là, c'est une question à laquelle je vais avoir du mal à répondre en fait. Moi, il me semble, du point de vue, disons, d'une historienne des idées, quoi, que le mouvement de cette tradition de républicanisme social, je pense aussi que dans ce mouvement-là, on a, à mon avis, toutes les tendances du républicanisme social, de l'égalitarisme qui veut limiter la propriété, au communautisme, enfin qui est devenu aujourd'hui le communisme ou le socialisme. Je pense que toutes ces tendances existent. Voilà. Après, donc c'est complètement, il me semble que c'est complètement légitime d'appeler ce projet républicain. Dans le sens que je viens de définir, c'est-à-dire un certain républicanisme. Maintenant, ce que j'ai montré aussi, c'est que la gauche n'a pas le monopole de l'appellation républicaine. C'est-à-dire que j'ai parfois entendu ça et là. On voudrait, tout le monde aimerait bien, alors la droite aussi, hein, tout le monde aimerait bien s'approprier à la République. Mais en fait, dès le début, le républicanisme, c'est pas un courant, c'est pluriel. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ou sur Internet? Non? Bon, dans ce cas, si on a fait le tour de la question pour ce soir, peut-être qu'on peut s'arrêter là. Un grand merci à Stéphanie pour toutes ces réponses très claires. Je vais peut-être... préciser qu'il va y avoir une formation sur le plan B qui est, si je me trompe pas, le 24-25, voilà.
24 et 25 septembre. Avant la prochaine séance, donc le mardi, ce sera le 27, voilà, avec Gérard Bouger, voilà, sur les classes sociales, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que le principe sera le même. Alors avec les problèmes techniques en main peut-être, voilà. Donc rendez-vous le 24 ou 25 pour le plan B et le 27 pour les classes sociales. Merci.